Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo consacrée, certains pourraient penser encore une fois à Samsung. Bah ouais, mais en même temps, on a des informations. Alors j'ai des informations à vous partager. J'ai des images également que j'ai pu tourner au showroom du constructeur un petit peu plus tôt cette semaine. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse revenir désormais un petit peu plus en détail, peut-être sur mes premières impressions, sur les caractéristiques techniques de ces produits, mais aussi, eh bien, sur les prix. Bah ouais, les prix que je vous ai d'ailleurs déjà communiqué dans un live que j'ai fait un petit peu plus tôt sur la chaîne. Mais c'est vrai que le live, c'est quand même pas super pratique à regarder, parce que j'interagis avec la communauté. C'est le principe du live. Et le truc qu'il faut retenir, eh bien, c'est que si Samsung a déroulé comme ça toutes ces annonces, eh bien, c'est que les produits vont être disponibles à partir du 11 avril. Alors pas tous, hein. Il y a des choses qui vont arriver un petit peu plus tard, mais pour l'essentiel de la gamme, c'est 11 avril. C'est vraiment ce qui ressemble un peu au gros lancement historique que l'on pouvait avoir, alors en période sans doute pré-Covid également. On avait vraiment ces gros lancements qui étaient rythmés par les événements sportifs, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, etc., qui provoquaient des ventes à coût, qui augmentaient les ventes à coût de plusieurs centaines de milliers de pièces pour le marché. Et donc du coup, c'est vrai que c'était quelque chose qui incitait les marques à réagir vite. Donc cette année, le gros de la commercialisation des produits chez Samsung, ça va être le 11 avril. Alors vous l'avez vu dans le titre, hein, cette première vidéo va être consacrée aux téléviseurs 8K de Samsung, hein, les QN800D et QN900D. C'est vraiment un sujet très très important pour le constructeur, je vais y revenir. Certes, peut-être pas le gros volume des ventes sur le marché, mais j'avais commencé par ça sur une timeline qui n'en finit plus, et donc je me suis dit, ok, on va commencer les choses plus proprement, on va découper un petit peu les différents sujets, les différentes choses que j'ai vues au showroom, pour que ce soit plus clair pour vous, et que peut-être ça alimente de manière un petit peu plus précise votre curiosité à l'égard de ces téléviseurs 8K, mais évidemment que je vous réserve d'autres vidéos sur les téléviseurs LCD plus conventionnels, LCD à rétroéclairage LED classique, les téléviseurs LCD Ultra HD Mini LED également avec les gammes QN, mais aussi une vidéo spéciale consacrée au S90D et S95D, S95D avec son nouveau filtre mat. Ce sont des choses déjà que j'ai un petit peu abordées durant le live, mais je vais y revenir ici plus précisément, et puis je vais voir à quel moment je vous parle également de Tizen OS, mais en même temps Tizen OS c'est pas la plus grosse évolution parmi les versions, donc encore à maturer tout ça, surtout qu'il y a encore la partie audio avec les barres de son et également avec Music Frame. Bref, ça ne va pas en finir, mais vous le voyez déjà, cette vidéo elle va faire près de 20 minutes. Choix technique, choix éditorial, on split un peu tout ça et on bascule tout de suite donc sur ces annonces liées à la 8K. Allez, on va tout de suite attaquer cette vidéo avec l'un des sujets forts pour le constructeur, à savoir les téléviseurs 8K. Et c'est vrai que la 8K, de la même manière que les modèles XXL, donc 98 pouces, enfin 85, 98, c'est un peu les plus grandes tailles aujourd'hui qui existent chez Samsung. Samsung n'a pas encore de téléviseur 115 pouces, comme un X955 par exemple, 115 pouces chez TCL, qui devrait plus trop tarder à arriver. Il y a quelques personnes déjà qui me posent des questions sur ce modèle. Il a été officialisé pour la France, donc on va voir maintenant dans le courant du mois d'avril à quel moment ce produit va débarquer chez nous. Mais bon, TCL n'est pas le sujet de cette vidéo, donc on va en revenir à nos moutons, si je puis dire, mais ce parallèle avec le 115 pouces, c'était juste pour vous dire que pas de téléviseur de ce format-là chez le constructeur sud-coréen. Pour eux, aller au-delà de 98, c'est plutôt s'orienter vers des produits comme The Premiere, où on n'a pas eu du tout de démonstration de tout ce qui est nouveauté vidéoprojecteur. C'était vraiment sur la partie télé. La 8K, c'est donc l'autre gros sujet auquel Samsung tient énormément, parce que les téléviseurs 8K aujourd'hui, d'une certaine manière, représentent le meilleur de la technologie du constructeur. Ce sont ces téléviseurs-là qui embarquent les dalles les plus performantes, au sens où elles intègrent les plus hautes luminosités, mais aussi le plus grand nombre de zones, ainsi que le plus grand nombre de mini-LED, et puis surtout la meilleure des définitions, ainsi aussi que les designs les plus impressionnants, avec ces bordures ultra fines, ces châssis également très fins des téléviseurs. Et c'est ce qui m'emmène maintenant à vous parler du modèle le plus haut de gamme sur le segment des téléviseurs 8K, à savoir le QN900D. Et donc ce QN900D était donc tout naturellement exposé dans sa plus grande taille. Et vous allez voir dans les boucles vidéo, alors sachez-le, ça allait quand même très vite, donc j'espère avoir des images qui seront assez parlantes pour vous.
Eh bien, il propose la meilleure des luminosités, je l'ai dit, etc. Le nombre de zones qui n'est plus du tout communiqué par Samsung, de même qu'on ne connaît plus le nombre de mini-LED, ni même l'intensité du pic de luminosité. Mais on sait que tout cela, entre la matrice 8K Ultra HD et tous les composants qui sont à l'intérieur, eh bien, on sait que c'est celui qui limitera également le risque d'effet de blooming. Un sujet sur lequel, avec ce que j'avais sous la main dans le temps un peu imparti, j'ai essayé de triturer un peu le téléviseur en affichant les menus, en affichant des aplats de gris, parce que maintenant le menu de Tizen OS il s'affiche également en bas avec un aperçu des réglages, enfin avec les menus de réglage. Et c'est plutôt très bien maîtrisé, d'autant que chez Samsung, eh bien, ils tenaient quand même à vous faire les démonstrations en mode standard, alors qu'on sait que ce mode standard, eh bien, il a tendance à faire popper justement un petit peu trop l'image et par conséquence provoque des artefacts sur les mouvements rapides. C'est des choses que j'ai manipulées, notamment en regardant la boucle du labo de Jay, etc. C'était très compliqué de réagir sur les réglages, parce que j'essaie de faire d'autres images par ailleurs, bon, d'optimiser le temps tout simplement, mais l'image reste très belle. Alors je l'ai dit, 85, 65 et 75 pouces. Bon, clairement, je pense pas que ça soit ultra pertinent d'aller chercher un 65 pouces en 8K, sauf si tout simplement, eh bien, vous souhaitez vous rabattre sur un téléviseur de l'année précédente. C'est-à-dire là, par exemple, on serait sur un QN900C. Donc en matière de qualité d'image, ouais, le résultat, franchement, il est là. Alors la question se posera toujours de la pertinence aujourd'hui d'acheter un téléviseur 8K alors qu'on n'a pas de contenu, ou en tout cas très peu, hein, il y en a sur le web, etc. Mais on n'est pas dans des contenus 8K natifs à foison, comme on peut les avoir aujourd'hui pour de l'Ultra HD 4K. La transition semble avoir un petit peu plus de mal à se faire que lorsque l'on a basculé de la Full HD vers la 8K pour différentes raisons, notamment les raisons de bande passante. Aujourd'hui, on arrive à avoir des contenus Ultra HD sur un Netflix à moins de 20 mégabits par seconde, par exemple. Donc, la transition semble être un petit peu plus longue. Arrêtez-moi si je me trompe. Sur ce sujet-là, la question reste ouverte. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, encore une fois, j'ai plutôt été très convaincu par le résultat. J'avais amené des contenus lus depuis une clé USB, la boucle du labo de Jay. C'était pas du tout quelque chose, c'était absolument pas un très gros fichier master 4K, etc. Et le résultat était très propre. Alors, je pouvais pas avoir les mains dans les réglages en permanence de la caméra comme je le fais quand je suis à la maison, parce que le temps imparti fait qu'il fallait que j'aille, que je rebondisse un peu sur tous les télés, que je fasse les différents plans, etc. Donc j'ai un peu posé la caméra, j'ai lancé le truc, et puis je gardais un œil quand même dessus pour me faire une idée sur la qualité de l'image, et clairement c'est bon, c'est très bon. Alors malheureusement dans le showroom, les téléviseurs, ils étaient un peu en mode standard. Bon, moi j'ai viré ça, je me suis mis en mode film, je me suis mis en mode filmmaker, j'ai essayé de manipuler un peu les choses, mais c'est vrai que du coup quand on est en mode standard, c'est là qu'on a un peu toute la patate, c'est là qu'on a un peu la configuration d'image Samsung d'ailleurs, que ça provoquait des artefacts autour des objets en mouvement. Ça, c'est des choses que vous ajusterez chez vous. Techniquement, le téléviseur, il est bon. Et on a ce design pour ce téléviseur, un design qui passe par le fameux Infinity Air, qui est cette dalle aux bordures extrêmement fines. À l'époque où Samsung avait lancé ces dalles Infinity, là, ils annonçaient 99% d'occupation de la surface du panneau avant de la dalle. Donc, c'est quelque chose qui est toujours marquant. On est très proche aujourd'hui de ce que le constructeur fait avec ses panneaux micro LED. Je pense qu'on est à un pouillème d'écart. Donc c'est vraiment assez remarquable, c'est assez sublime, et puis surtout on a des téléviseurs qui font moins de 1,5, ça fait 13 mm d'épaisseur sur, alors c'est ce que Samsung annonce, sur la quasi-totale, enfin sur la totalité du panneau, on n'est pas sur un bord plus fin en haut qu'en bas, donc là aussi ça paye. Je pense que quand on voudra accrocher des produits comme ça au mur, ça va marcher, ça va fonctionner. Attention, on est sur un système audio également puissant, on est vraiment sur un système audio avec les technologies OTS+, pour l'Object Tracking Sound+, AVA pour l'Active Voice Amplifier, etc. Donc on a des haut-parleurs qui sont à l'arrière, on a de la spatialisation, on a les logiques Q-Symphony également, des choses, bon voilà, je ne vais pas revenir sur tout le détail de tout cela, mais la possibilité de faire communiquer le téléviseur avec une barre de son de Samsung compatible Q-Symphony et de mixer les deux, mixer la barre de son et le téléviseur, qui devient une espèce de voix centrale qui est celui qui est haut de gamme. Et puis il faut bien reconnaître que dans tout cela, on a quand même ce processeur, le AI Quantum Processor, ou NQ8 AI Gen 3, qui fait quand même un boulot assez remarquable. On a regardé des contenus depuis Prime Video, moi j'ai utilisé ces contenus depuis la boucle, depuis la clé USB, et on a en plus ce pied central avec ce petit miroir en partie basse qui, en fait, lorsqu'on est vraiment installé en face du téléviseur, et bien en fait il reflète
à la fois l'environnement, en fonction de comment on regarde l'environnement de la pièce, et le pied. Bon, j'ai pas trouvé le résultat particulièrement convaincant. Objectivement, j'ai pas trouvé ça époustouflant. J'ai pas eu cette impression de téléviseur qui flotte. Bon, ça, pas du tout. Clairement, ça m'a pas subjugué. Puis surtout, ce boîtier One Connect qui est désormais bien disposé à la verticale, qui est encore plus joli, je trouve. Alors l'an dernier, il n'était pas spécialement moche, il était d'ailleurs pas spécialement joli, et c'est juste qu'il est techniquement un peu mieux réussi. Voilà, j'ai trouvé que c'était mieux fichu, la trappe qui permet d'accéder au connecteur que l'on enlève, je trouve qu'elle tient mieux en place que celle que l'on avait sur les modèles de l'année dernière, parce que l'année dernière on l'enlevait, puis en fait quand elle s'en fichait, c'était pas parfait, là je trouve qu'ils ont plutôt bien amélioré le sujet. La télécommande c'est la même, la télécommande pour moi est largement perfectible, ça manque de boutons de raccourci. Pour tout le reste, waouh, ça marche, hein. Ça fonctionne et ça fonctionne bien. Mais alors combien ça coûte du coup? Eh ben, le QN900D, comme je l'ai dit, 65, 75 et 85 pouces, eh bien ces 85 pouces, c'est 10 999 €, celui que j'avais devant les yeux. Et ensuite, on a le 65 qui est à 5 000 €, à 4 999, et le 75 qui est à 6 999 €. Franchement, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur du 65? J'ai des doutes. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur du 75? Ouais, si on veut se faire plaisir, si on veut avoir un très bel écran et qu'on se dit j'achète pour le futur, pour être paré, ouais, bon, bah pourquoi pas, mais c'est quand même un sacré budget. Il y a un point c'est forcément un point qui avait été abordé durant le live, hein, l'intérêt d'acheter un tel produit. Eh bien, l'intérêt d'acheter un tel produit, c'est peut-être aussi d'acheter une version de l'année dernière. Pourquoi pas prendre un QN800C ou un QN900C qui avait les boîtiers, ce QN900C par exemple, qui avait le boîtier One Connect, qui avait techniquement, qui n'avait pas de concurrence en matière de traitement de processeurs, etc., ce sont les meilleurs des téléviseurs que propose Samsung aujourd'hui, parce qu'ils ont les bases techniques les plus costauds. Attention, j'ai dit régulièrement, attention les gars à la consommation électrique de ces trucs-là, hein, parce que forcément, ça envoie du watt et ça envoie des nits, enfin ça envoie des nits, mais ça consomme des watts aussi. Hein. Donc faites bien attention, mettez un peu tout ça dans la balance. Alors pour conclure sur ce 8K haut de gamme qui est le QN900D, avant de s'intéresser à son petit frère, le QN800D, on n'aura pas de QN700D cette année, eh bien j'ai envie de revenir sur certaines caractéristiques techniques que vous voyez s'afficher avec des éléments en rouge. Et je vais m'expliquer sur ce sujet, puisque lorsque l'on a fait la conférence du CES de Las Vegas, on avait peu d'informations, mais j'avais eu la chance avec deux autres confrères d'avoir un brief en amont de cela, assuré par les équipes de Samsung France, qui nous avaient partagé donc des informations supplémentaires, et alors ça c'était top, même si on savait qu'à ce moment-là, eh bien il fallait encore prendre certaines précautions. Tout n'était pas défini, on en était encore bien loin, et aujourd'hui par contre les choses se précisent. Dans les choses qui se précisent, on le sait, bon bah c'est de la 8K Ultra HD, et donc on est sur du 7680 par 4320 pixels. On nous avait évoqué à l'époque une dalle 144 Hz, sauf que bah, finalement on se rend compte à la lecture de la fiche technique qu'on serait plutôt sur une dalle 8K 100 Hz. Donc c'est très bien déjà, on se dit ok, parfait, on a de la 8K 100 Hz. Si on va plus loin dans les caractéristiques, dans les infos que partage Samsung, il nous indique qu'on va pouvoir faire de la 4K à 240 Hz. Et là on se dit ok, c'est encore mieux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste quelque chose qui est répliqué. Si on a des téléviseurs aujourd'hui Ultra HD 4K qui sont capables de faire du 240 en 1080p, donc voilà, par un procédé, on sacrifie un petit peu sur de la qualité d'image, mais on va plus vite, quoi qu'il en soit. Donc c'est un procédé qui est repris sur ces téléviseurs-là, mais ce qu'il faut avoir en tête dans cette configuration, c'est que, certes, Samsung nous dit, on est sur une dalle Ultra HD 8K 100 Hz, mais si on s'intéresse à ce qu'il se passe sur l'aspect connectivité, eh bien le nouveau boîtier One Connect, grâce à sa connectivité HDMI 2.1, peut accepter, dans le débit qui est offert par cette interface qui est de 48 gigabits, eh bien peut assurer de 8K à 60 Hz. On ne pourra pas aller au-delà par le biais de cette connectivité. Bah ouais, je rappelle que la bande passante, en plus qu'on s'était rendu compte il était remonté que sur les téléviseurs S95C qui avaient des boîtiers One Connect versus les modèles qui n'étaient pas dotés de boîtiers One Connect en Ultra HD 4K, cette fois-ci de la gamme mini LED, donc les QN95 par exemple, eh bien on savait qu'il y avait un écart de débit
Le boîtier One Connect proposait un débit de 40 gigabits pour du 48 gigabits, donc HDMI full balle sur la connectivité intégrée dans les téléviseurs. Je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas ce niveau de détail pour les boîtiers One Connect de 2024, a fortiori le nouveau boîtier One Connect du téléviseur 8K QN900D qui en plus intègre un nouveau processeur AIPQ, donc non pas le AIPQ, le NQ8 AI Gen 3 qui est intégré dans ce modèle-là. Donc, est-ce que cette multitude de choses va faire qu'on va avoir aussi sur le boîtier One Connect du 48 gigabits? Est-ce qu'ils ont changé également ce boîtier, enfin ce fil, ce câble invisible là, ce fameux brin qui désormais est de plus en plus gros également? Est-ce que ça a été, cette connectique, elle a changé également? Je n'ai pas ce niveau d'information. Tout ça pour dire que, de toute façon, on va avoir donc la possibilité de faire de la 4K Ultra HD à 240 Hz, mais même là-dessus, je n'ai pas plus d'informations sur les choix les concessions qu'il va falloir faire dans la logique du chroma subsampling. Je pense qu'on va redescendre sur du 4.2.0, qu'on va pas être sur du full ball 4.4.4, 4.2.2, ce genre de truc. Je pense qu'il va y avoir certaines concessions à faire là-dessus, mais il est également prouvé d'une certaine manière que cette interaction sur le chroma subsampling, elle est faite parce que l'impact que cela a sur le résultat perçu par l'œil n'est pas franchement ultra visible. Donc voilà, j'insiste, c'est vraiment des points de détail, il n'y a rien de critique dans tout ça. D'ailleurs, il faudra même avoir un PC capable d'adresser comme ça de l'Ultra HD à 240 Hz par le biais de la prise HDMI. Donc voilà, c'est sans doute pas pour tout le monde, mais c'est un petit point de détail que je tenais à partager. Et puis d'ailleurs, attention, il va y avoir des différences aussi du côté du processeur entre le QN900 et le QN800. Il faut bien justifier les écarts de prix également qui sont assez significatifs. Le QN900, c'est vraiment celui qui intègre le NQ8 AI Gen 3, nouvelle puce, c'est 512 réseaux neuronaux, c'est 2 fois plus que le QN800D et c'est 8 fois plus que les modèles de 2023. Donc on va vraiment être sur une montée en puissance du traitement de l'upscaling, ce qui lui vaut d'ailleurs certaines mentions comme AI Motion Enhancer Pro ou encore le fameux 8K AI Upscaling Pro. C'est pas exactement sur les mêmes mentions pour le QN800D, bref, il va faire mieux, mais il est aussi beaucoup plus cher. Donc on va maintenant s'intéresser justement à ce QN800D qui n'était pas présent sur le showroom, qui sera lui aussi monté sur un pied central, mais alors pas le même pied central que le QN900, qui n'aura pas également cette grande dalle Infinity Air Design justement avec cette impression de pied suspendu qui n'a pas fait cet effet là chez moi, mais en tout cas on ne sera pas sur des bordures aussi fines de l'image, on ne sera pas également sur le même boîtier One Connect, et puis surtout même s'il est proposé en 65, 75 et 85 pouces, il va être sur une dalle encore différente. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, j'ai oublié de le mentionner juste avant, mais le QN900D en 65 pouces, vous avez vu qu'il est privé de cette technologie qui est le Neo Quantum HDR 8K Pro. C'est que dispo sur le 75 et le 85. Je ne sais absolument pas quelle va être l'incidence du traitement HDR là-dessus. Affaire à suivre. Pour en revenir à notre QN800D, on n'a pas ce type de détail. En revanche, c'est pas la même puce. NQ8 AI Gen 2. Et ensuite, il y a un changement qui est assez significatif, c'est qu'on est là sur une dalle 100 Hz, mais je pense que c'est côté processeur, à voir d'ailleurs, mais on est sur une communication de la part de Samsung qui nous dit que désormais, on peut aller jusqu'à de la 4K à 165 Hz. On n'est plus sur le fameux 4K 240 Hz. Il y a des petites choses ensuite qui changent, notamment du côté de l'audio. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, on était sur du 90 watts en 6.2.4 canaux pour le système, pour le QN900D avec l'OTS Pro, l'AVA Pro, etc. Désormais, on est sur de l'OTS Plus avec un système audio 70 watts, 4.2.2 canaux et on retrouve toujours l'Adaptive Sound Pro et les technologies Q-Symphony ainsi que l'AVA, donc Active Voice Amplifier Pro. Alors j'ai évoqué le fait que sur le QN800D, le pied central ne serait pas le même que le QN900D, qu'on n'aura pas le même niveau de bezel ultra fin, que l'on n'aurait pas non plus le même boîtier One Connect bien vertical, plus fin, etc. sur ce QN800D, et puis on aura surtout un téléviseur qui sera légèrement, très légèrement plus épais, puisqu'on est là annoncé par Samsung sur une épaisseur de 18 mm contre 13 mm pour le QN900D. Alors il y aura sans doute également des différences sur la partie châssis, les côtés ne devraient pas être finis de la même manière. Des différences donc côté design et caractéristiques techniques qui permettent à Samsung de proposer un modèle 8K avec le QN800D
un peu plus abordable. En tout cas, vous allez voir que l'écart se creuse quand même avec le QN900D, puisque le 65 pouces est ici proposé à 3 999 €, le 75 est à 5 499 €, et il faut compter 7 999 € pour le 85 pouces. Vous voyez qu'on est assez loin des 11 000 € du QN900D en 85 pouces, mais voilà, il y aura des concessions à faire sur la partie design et caractéristiques techniques. Voilà, j'espère que cette première vidéo donc consacrée au modèle 8K de chez Samsung vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, manifestez-vous avec le pouce en l'air, ça aide également au référencement. N'hésitez pas également à vous manifester dans l'espace commentaire, à nous retrouver sur le groupe de discussion Discord, le lien est dans la description. Vous avez également les liens qui vous mèneront vers mes réseaux sociaux, une partie d'entre eux est en train de s'afficher avec X et Instagram. N'hésitez pas à réagir, et puis surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à cocher la petite cloche des notifications, parce que je vous l'ai dit, d'autres vidéos sont à venir sur la chaîne, avec évidemment la partie consacrée au modèle LCD, rétroéclairage mini LED, mais également avec les modèles OLED. Je vais essayer d'organiser cela également en fonction de vos appétents. Je pense que les modèles OLED sont ceux qui vont le plus attirer votre attention. Bref, allez, je fais au mieux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!